m'appelle Marc. Mon nom d'artiste c'est Tengraph. Tengraph vient de mon nom de famille Distex en fait. Donc c'est un jeu de mots en anglais. Quand j'étais jeune, les gens me niaisaient sur mon nom en anglais. Fait que là j'ai comme un peu joué avec ça, puis j'ai trouvé mon nom d'artiste comme ça. Puis je viens de Montréal. J'ai un gros background en musique. J'ai fait à peu près 10 ans de musique électronique, autant en production que DJ. Avant ça, j'écrivais beaucoup de pièces d'orchestre. J'ai joué de la guitare, j'ai joué du piano. Après ça, j'ai fait beaucoup de métal. J'ai fait un peu d'hip-hop jusqu'à peu près mes 16 ans. À partir de mes 16 ans, je me suis plus concentré sur tout ce qui est drum and bass, dubstep, un peu de tout en fait. J'ai comme fait un peu toutes les sphères de la musique électronique. Là, je me suis vraiment focusé sur le dubstep dans les dernières années. Le personnage de Tengraph a beaucoup évolué dans les 2 dernières années, je dirais. J'ai commencé à développer une histoire. Le personnage est assez dark, c'est un tueur psychopathe si on veut, avec des pouvoirs surnaturels qui tendent beaucoup vers les concepts de zombies, etc. Puis la première partie de Tengraph, c'était surtout la présentation du personnage en soi avec le EP Ripping Faces, le EP de remix aussi. Puis après ça, l'introduction des fans en fait qui sont les Rippers. Là, j'ai introduit avec l'album Cult of the Rippers. Ensuite, il va y avoir d'autres progressions qui vont aller dans le futur. Entre autres, un peu vraiment prendre le contrôle de la mentalité des gens puis de les amener vers la même direction. La direction, j'en parlerai pas tout de suite, mais ça s'enligne vers quelque chose d'assez spécifique. Puis le personnage, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'il va évoluer d'un être physique à un être qui va un peu être transcendantal, si on veut. C'est à peu près ça en ce moment. Le point tournant du personnage s'en vient, fait que je veux pas trop en parler tout de suite non plus, mais il y a beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup de personnages secondaires qui vont rentrer dans l'histoire, qui vont faire avancer le personnage aussi, donc ça va être assez intéressant. Ça c'est assez drôle parce que j'ai beaucoup de sources d'inspiration. Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de livres. J'ai dû lire environ autour de 10 000 livres quand j'étais jeune, de l'âge de comme 6-7 ans jusqu'à l'âge de 16-17. Beaucoup de fantasy, beaucoup de science-fiction, beaucoup de fiction réelle. Après ça, j'ai joué à Donjons Dragons, je joue encore à Donjons Dragons en fait. J'ai joué à Donjons Dragons jusqu'à à peu près 16 ans de façon comme religieuse. J'ai beaucoup joué à des jeux vidéo, j'écoute beaucoup de films d'horreur, beaucoup de films fantastiques aussi. La majorité de mon inspiration vient de là. Je dirais à peu près à 60% de Donjons Dragons, surtout parce que le monde est assez complet. Mais c'est vraiment un amalgame de toutes ces choses-là que je faisais quand j'étais jeune, puis j'essaie de créer un monde cinématique autour de ce que j'aime de ces différentes sphères-là de ma vie. Puis à l'intérieur de ça, j'incorpore tout ce qui est plus mon côté émotionnel, ce que je vois dans la vraie vie, etc. Mais la majorité de mon inspiration, c'est ça, c'est les jeux vidéo, Donjons Dragons, les livres, les films. Ouais, c'est pas mal ça, sinon ça sort de ma tête, puis de toutes les foleries qui passent. En fait, Crow's Nest, c'est assez spécial comment ça a commencé. Donc en fait, c'est Code P qui a commencé Crow's Nest. Au moment où il a commencé Crow's Nest, on venait de commencer à parler de faire notre première collaboration. À ce moment-là, je faisais beaucoup de drum and bass. Il m'a offert de faire un EP pour le label. Après ça, on a continué à parler. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à voir que le label, il y avait Soberts, il y avait Cram qui faisait pas grand-chose, qui n'aidait pas vraiment. Fait que là, j'ai offert d'aider Swanex et Code P, qui étaient à ce moment-là les 2 membres fondateurs, à gérer les réseaux sociaux, SoundCloud, Facebook, etc. Puis j'ai commencé à prendre plus de responsabilités puis d'amener mon expertise à travers le temps. Puis là, c'est rendu surtout moi et Code P. Moi, beaucoup en arrière-plan parce que je fais beaucoup plus qu'est-ce qui est gestion, qu'est-ce qui est marketing, planification des événements, etc. Puis un peu de la vision. Mais c'est surtout nous deux en ce moment qui travaillent là-dessus. Puis une des raisons principales pourquoi l'idée m'avait intéressé au début, c'est premièrement, moi j'aime beaucoup les corbeaux. C'est aussi simple que ça, j'ai un corbeau tatoué sur le bras. Mais aussi parce que le concept d'horreur que Code P amenait dans ses tracks, puis il voulait amener avec le label, puis le niveau de qualité qu'il visait, ça m'appelait beaucoup. Puis surtout à ce moment-là de ma carrière, je n'étais pas encore rendu à ce stade-là, puis je visais ce stade-là. Donc moi, ça m'a beaucoup appelé à m'investir dans le projet, même si moi, en tant qu'artiste, je n'étais pas rendu. Puis quand je me suis rendu en tant qu'artiste, ça a juste comme amplifié le désir de le voir continuer.
Mais fondamentalement, l'essence de pourquoi, c'est vraiment le message derrière Crow's Nest, en fait. C'est que n'importe quel artiste peut faire partie de Crow's Nest s'ils sont capables de se démarquer assez. Puis ça, moi, ça m'avait appelé. Puis que même des petits artistes pouvaient être sur un label qui était très gros et très présent, si on veut, dans la scène. Et tout ce que ça prenait, c'est de la bonne musique. C'est vraiment ça qu'on essaie de projeter comme image, c'est que on n'a pas nécessairement les artistes les plus connus, mais on a les artistes les plus uniques. Je veux dire, il n'y a pas un seul artiste sur le label où est-ce qu'on peut dire « Ah oui, ça me fait penser à... » C'est ça qu'on vit, en fait. C'est vraiment ça, c'est d'être capable de se démarquer du lot, puis ça transparaît assez bien, je pense. En fait, la première partie, c'est qu'on planifie vraiment de signer une liste d'artistes exclusives. On a déjà commencé à en annoncer certains, mais on veut vraiment avoir un nombre d'artistes défini, puis on va travailler spécifiquement avec ces artistes-là. Le but étant surtout de créer une famille, puis de créer une équipe qui est solide, puis qui est vraiment capable de tourner chacun indépendamment. Puis une fois que ça c'est fait, on verra où est-ce qu'on décide d'aller après. Mais plus loin que ça, c'est aussi d'être capable de, en tant que label, de projeter notre vision en live aussi, donc entre autres à travers les takeovers qu'on a commencé à faire récemment, entre autres celui à Amsterdam, à Cologne, puis ici à Montréal. Mais surtout, je pense que dans les prochaines années, le label va prendre une importance assez marquante dans la scène, d'où le split entre les gens qui écoutent en ce moment du rhythm et les gens qui écoutent du bro step vont beaucoup aller soit vers tout ce qui est plus expérimental et deep, comme Peekaboo, G-Rex, etc. ou plus vers tout ce qui est metal step, etc. un peu à la Phase 1, mais plus dark, plus lourd. Exemple, ce que nous on fait avec Crow's Nest. Et je pense que ça va vraiment nous pousser en premier plan, puis les gens vont vraiment plus porter attention à ce qu'on fait à cause de ça. Ouais, ben en fait, entre autres, il y a Crow's Nest Elite Part 2 qui s'en vient bientôt. On va avoir plus de détails dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a l'album de Code P qui sort bientôt. Il y a beaucoup d'artistes qui vont sortir des premiers EP, dont des artistes que les gens attendent depuis très longtemps, entre autres Psychotic Minds. Mais il y en a 2-3 autres aussi que je n'aimerais pas tout de suite, mais ça sort tout avant la fin de l'année. Ce qui nous reste à sortir, c'est tout du différent de ce qu'on a sorti à date. C'est toutes des nouvelles choses, c'est des artistes que les gens attendent depuis très longtemps. Fait que ça va vraiment amener le point marquant pour bien commencer l'année prochaine. En ce moment, je suis assis sur un assez gros remix avec Code B pour un très très gros artiste. Sinon, il y a aussi une track avec Creation qui devrait sortir assez bientôt. J'ai une track avec Tremor aussi qui devrait sortir assez bientôt. En fait, j'ai pas vraiment d'alias secret que j'utilise de façon active. J'ai un alias que j'ai utilisé pour faire une track un peu à la blague en utilisant les ronflements de Murdoch. Ça s'appelle Strangler, mais j'ai jamais vraiment utilisé l'alias pour autre chose que ça. Tu sais, j'écris d'autres styles de musique aussi. J'écris beaucoup de l'écoute drum and bass, track plus smooth aussi, track de trap hybride aussi, que je sors pas nécessairement encore sur 10 Graphs, mais je sais pas encore ce que je vais faire avec. Je sais pas si je vais les mettre sur ce projet-là ou juste créer un autre projet complètement. Mais 90% de ma musique en ce moment, je la sors sur 10 Graphs, c'est vraiment ça mon focus. Ouais, ben en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'aime pas le rhythm, mais en fait, j'adore le rhythm. C'est plus la scène et les gens qui l'entourent, puis comment les gens prennent le rhythm un peu à la légère, si on veut, puis essaient de copier ce qui a déjà été fait que j'aime pas. Le rhythm en soi, j'adore. Je veux dire, j'ai commencé à jouer du rhythm en 2013-2014. Il y a beaucoup de mes amis qui font du rhythm que je supporte énormément, entre autres Flix Motus. Pour moi, c'est pas le rhythm en soi que j'aime pas, c'est plus la scène associée puis le niveau de hype qui est donné à un genre qui a été surexploité de la mauvaise façon. Puis qui manque un peu d'évolution à certains niveaux. Puis c'est pour ça que des artistes comme, mettons, Sudden Death, c'est un très bon ami à moi, puis ce qu'il a fait avec le rhythm, il a mis la barre tellement haute que personne d'autre peut y toucher maintenant. Je trouve qu'il était temps. Ça s'en venait un peu redondant. Mais tu sais, en même temps,
J'aime pas écouter 8 heures de rhythm en show, mais j'aime pas plus écouter 8 heures de deadstep ou de drum and bass ou de techno ou de n'importe quoi en fait. Je suis une personne de variété, j'aime beaucoup tous les styles de musique. J'ai pas une haine envers le rhythm, mais j'ai pas nécessairement le rhythm dans le cœur non plus. Mon pire souvenir de soirée, c'est définitivement quand j'ai joué au Michigan. J'ai fait Muskegon, Détroit et Grand Rapids dans la même fin de semaine avec une intoxication alimentaire. J'ai passé les 3 jours à pas être capable de dormir, à mourir en voiture, puis à vomir, puis à chier mou à toutes les 30 minutes maximum. Puis j'étais léthargique pendant toutes mes sets, mais j'ai quand même essayé de donner la meilleure performance possible. Mais ça, c'est pas quelque chose que je ferais. Si j'ai pas le choix, je vais le faire parce que moi, je manque pas des shows parce que j'ai une intoxication alimentaire. Là. Mais c'est pas quelque chose que j'aimerais avoir à refaire. C'est quand même assez difficile. Par contre, ma meilleure soirée, c'est même pas moi qui jouais en fait. C'était le Valhalla 2016. C'est Swanex qui jouait. Il m'a embarqué pendant les 10-15 dernières minutes de son set. J'ai eu le temps de jouer peut-être comme 4 tracks. Mais c'est de voir la réaction, puis je me rappellerai toujours à ce moment-là. Puis la réaction de la crowd à chacune de mes tracks a été vraiment quelque chose de marquant. Même s'il y a beaucoup d'autres dates où il y a beaucoup d'autres moments où est-ce que j'ai vraiment adoré. Entre autres, j'ai fait des méga back-to-back avec plusieurs artistes en même temps. J'ai joué à Amsterdam pour ma fête. Ça a été des moments marquants, mais ça a été le premier moment dans ma carrière où j'ai fait genre wow.